Le silence a toujours été sa force. Ce silence épais, presque tangible, qu'elle portait comme un manteau invisible. Elle est entrée doucement dans ce temple de luxe parisien. Pas de maquillage sophistiqué, pas de sac griffé au bout du bras, juste un regard curieux qui semblait effleurer chaque courbe métallique avec une étrange familiarité. Ses chaussures plates ne claquaient pas sur le marbre immaculé. Son jean simple ne reflétait pas la lumière tamisée du showroom. Sa présence était comme une note discrète dans une symphonie d'opulence. Et pourtant, en l'espace de quelques minutes, leurs regards l'ont jugé, leurs sourires l'ont ridiculisé, leurs attitudes l'ont effacé. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas deviner derrière ce visage serein, c'est que Maggie n'avait jamais eu besoin d'être vue pour exister. Elle allait revenir. Et cette fois, il n'aurait pas le choix. Ce mardi matin de septembre, la concession automobile de l'avenue Montaigne scintillait sous les premiers rayons du soleil. Les carrosseries polies reflétaient la lumière comme des miroirs liquides. L'odeur subtile du cuir neuf flottait dans l'air climatisé. Maggie Delcourt franchit les portes vitrées avec cette assurance tranquille qui ne demande rien à personne. 42 ans, les cheveux châtains noués en queue de cheval simple, vêtue d'une chemise blanche et d'un jean bien coupé. Rien d'extravagant. Rien qui crie au monde qu'elle mérite l'attention. Ses yeux verts s'arrêtèrent sur la silhouette majestueuse d'une Rolls-Royce Phantom, cette cathédrale roulante aux lignes à la fois classiques et intemporelles. Elle s'en approcha avec la lenteur respectueuse de quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'il contemple. Du bout des doigts, elle effleura la carrosserie anthracite, suivant la ligne de toit avec une précision presque technique. Son regard s'attardait sur les détails, les finitions, comme si elle lisait un langage secret gravé dans le métal. Antoine Mercier, vendeur senior de la concession, l'observait depuis son bureau de verre. 38 ans, costume sur mesure, montre suisse ostensible, il avait ce genre de sourire qui semble avoir été travaillé devant un miroir. Il s'approcha avec cette démarche mesurée qu'il réservait habituellement aux clients qu'il jugeait inadéquats. « Je peux vous aider, madame ?» demanda-t-il avec cette inflexion particulière qui transformait une question en jugement. Maggie se tourna vers lui, son visage illuminé par un intérêt sincère. « Bonjour, oui, je m'intéresse à la Phantom. Pourriez-vous me parler de la motorisation V12 et des options d'intérieur disponibles pour ce modèle ? Je suis particulièrement curieuse concernant la personnalisation des boiseries. » Antoine eut un moment d'hésitation, presque imperceptible. Ses yeux parcouraient Maggie de haut en bas, calculant, estimant, jugeant. Il n'y avait pas de sac Hermès. Pas de bijoux Cartier. Pas de ces signes extérieurs qui lui signalaient habituellement qu'il était en présence de quelqu'un qui pouvait se permettre une voiture dont le prix dépassait celui d'un appartement parisien. La Phantom, répéta-t-il avec un sourire qui s'étirait comme un élastique trop tendu. C'est un véhicule d'exception, madame. Sans doute êtes-vous entrée par curiosité ? Nous avons d'autres modèles plus accessibles, si vous souhaitez. Le mot « accessible » était tombé comme une pierre dans l'eau calme du moment. Maggie ne broncha pas. Son visage conserva cette expression attentive, presque détachée. « Je m'intéresse spécifiquement à la Phantom », répondit-elle doucement. « J'aimerais connaître les délais de livraison pour une commande personnalisée. » Antoine eut un petit rire, ce genre de rire qu'on utilise pour combler un vide, pour masquer l'inconfort. Il jeta un regard complice à son collègue qui s'était approché, comme pour partager une plaisanterie silencieuse. « Madame, comprenez que ce genre de voiture n'est pas, pour tout le monde, dit-il en articulant chaque syllabe comme s'il parlait à une enfant. La Phantom est notre modèle flagship, avec un tarif de base avoisinant les 450 000 €. Avec les options dont vous parlez, nous dépassons facilement le demi-million. » Il prononçait les chiffres avec une emphase particulière, comme des barrières qu'il érigeait entre elle et la voiture. « La clientèle de la Phantom est très spécifique, continua-t-il. Des chefs d'entreprise, des personnalités, des héritiers. Vous comprenez ? » Maggie le regarda longuement. Ses yeux verts semblaient voir au-delà de la surface vernie d'Antoine, jusqu'à ce noyau de superficialité qui l'animait. Elle hocha simplement la tête, sans colère, sans offense apparente. « Je comprends parfaitement, dit-elle enfin. Elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Sa démarche était calme, mesurée, comme si rien ne s'était passé. Comme si les mots d'Antoine n'avaient été que du vent contre la surface d'un lac profond. La porte vitrée se referma derrière elle dans un chuintement discret. Antoine haussa les épaules et retourna à son bureau, oubliant déjà ce visage sans maquillage et ces questions précises qui n'avaient pas leur place dans son monde. Le lendemain matin,
le ciel parisien s'était drapé d'un gris perle élégant. Une lumière douce filtrait à travers les nuages, caressant les façades haussmanniennes de l'avenue. Antoine était en train d'arranger sa cravate devant la vitre miroir du showroom quand il la vit. Une Rolls-Royce fantôme, d'un noir profond comme l'obsidienne, glissait silencieusement le long du trottoir, s'arrêtant avec une précision millimétrée devant l'entrée de la concession. Un chauffeur en costume sombre sortit et fit le tour du véhicule avec cette grâce efficace qui signale les professionnels aguerris. Il ouvrit la porte arrière et tendit une main gantée de cuir. Une main fine saisit la sienne. Et alors émergea de l'habitacle feutré Maggie. Elle portait une robe de soie bleu nuit qui semblait avoir été conçue pour elle et elle seule. Ses cheveux, hier noués en queue de cheval, tombaient maintenant en vagues douces sur ses épaules. À son poignet, une montre Patek Philippe dont la simplicité élégante n'aurait échappé à aucun connaisseur. À son cou, un pendentif en platine et diamant, discret mais indéniablement précieux. Mais ce qui frappait le plus, c'était son expression. Exactement la même que la veille. Calme. Sereine. Sans triomphe. Sans revanche. Juste cette présence tranquille qui semblait dire « Je suis toujours la même personne qu'hier ». Elle échangea quelques mots avec son chauffeur, qui inclina respectueusement la tête avant de reprendre sa position près du véhicule. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il regarda ses collègues. Tous avaient les yeux rivés sur cette apparition qui franchissait maintenant les portes du showroom. Maggie entra. Le silence se fit, épais comme du velours. Elle avança dans cet espace qu'on lui avait silencieusement refusé la veille, chaque pas aussi mesuré que ses paroles avaient été mesurées. Elle s'arrêta devant Antoine dont le visage oscillait entre la confusion et l'horreur professionnelle. « Bonjour, monsieur Mercier, dit-elle d'une voix douce mais parfaitement audible dans le silence de cathédrale qui régnait. Vous vous souvenez de moi ? Antoine déglutit péniblement. Bien sûr, madame. Maggie hocha la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Hier, vous m'avez regardé comme si je n'existais pas, dit-elle sans élever la voix, sans accusation dans le ton, juste une constatation simple. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que je n'ai jamais eu besoin de vos regards pour valoir quelque chose. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Autour d'eux, les autres vendeurs et quelques clients observaient la scène, figés dans une immobilité respectueuse. Je ne porte pas mes possessions comme des badges, continua Maggie avec cette même douceur tranquille. Je ne définis pas ma valeur par ce que les autres peuvent voir de moi. Et c'est peut-être là notre plus grande différence, monsieur Mercier. Le directeur de la concession, alerté par l'atmosphère inhabituelle, émergea de son bureau. Francis Dumas, 55 ans, avait construit sa réputation sur sa capacité à reconnaître la vraie valeur, qu'elle soit mécanique ou humaine. Madame, je suis Francis Dumas, directeur de cet établissement, se présenta-t-il en s'avançant. Puis-je vous être utile ? Maggie se tourna vers lui avec ce même calme imperturbable. Monsieur Dumas, je suis Maggie Delcourt, répondit-elle. Hier, je suis venu m'informer sur vos modèles, particulièrement la Fantôme. J'ai été, disons, mal reçu. Francis Dumas jeta un regard en biais à Antoine qui semblait maintenant chercher un moyen de se fondre dans le décor. J'en suis profondément navré, Madame Delcourt, dit-il avec une sincérité qui tranchait avec l'attitude d'Antoine. Ce n'est pas la manière dont nous souhaitons traiter nos visiteurs, quels qu'ils soient. Maggie acquiesça légèrement. Je comprends que les apparences peuvent être trompeuses, monsieur Dumas. Mais dans votre domaine plus qu'ailleurs, on devrait savoir que la vraie qualité ne crie pas son nom. Elle sortit une carte de visite de son sac et la tendit au directeur. Je dirige la fondation d'investissement de ma famille. Nous cherchions à renouveler notre flotte pour nos déplacements professionnels. 6 véhicules au total. Francis Dumas prit la carte et y jeta un œil. Son expression changea subtilement, la reconnaissance professionnelle se mêlant au respect. Le nom de Delcourt était associé à l'une des fortunes les plus discrètes mais les plus solides d'Europe. Une famille connue pour son mécénat culturel, ses investissements stratégiques, et surtout, pour sa discrétion légendaire. Le genre de clients qui n'avaient jamais besoin de prouver qui ils étaient. Madame Delcourt, c'est un honneur, commença-t-il. Mais Maggie l'interrompit d'un geste doux de la main. Je ne suis pas venu pour signer aujourd'hui, monsieur Dumas. Je ne suis pas venu pour acheter. Je suis simplement venu, être vu. Elle eut un sourire presque mélancolique. Parfois, c'est important de rappeler que l'humanité précède les transactions.
Elle jeta un dernier regard circulaire au showroom, à ces voitures rutilantes qui semblaient soudain n'être que des objets, dépourvus de l'âme que seules les relations humaines authentiques peuvent insuffler. Je vous souhaite une excellente journée, dit-elle finalement. Et puis elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie, avec la même démarche tranquille qu'elle avait eue la veille. Pas plus pressée, pas plus triomphante. Dehors, son chauffeur lui ouvrit la porte. Elle s'installa dans l'habitacle luxueux de sa fantôme, celle-là même qu'elle avait achetée 3 ans auparavant, dans une autre concession, auprès d'un vendeur qui l'avait accueillie avec la même attention qu'il accordait à tous. La lourde porte se referma avec ce son caractéristique, à la fois sourd et rassurant, des voitures conçues pour isoler leurs occupants du monde extérieur. Le véhicule s'éloigna silencieusement, laissant derrière lui une concession plongée dans une réflexion collective. Dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle, il comprenait enfin que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'imposer. Il se tient droit. Et il passe. Le soir même, Francis Dumas convoqua l'ensemble de son équipe pour une réunion exceptionnelle. Les visages étaient graves, les esprits encore marqués par la leçon silencieuse qu'ils avaient reçue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, commença-t-il, nous rappelle quelque chose d'essentiel que nous avions peut-être oublié dans notre quotidien de chiffres et d'objectifs. Le luxe véritable n'est pas dans ce que nous vendons. Il est dans la manière dont nous reconnaissons la dignité de chaque personne qui franchit ces portes. Antoine, assis au fond de la salle, gardait les yeux baissés. Ce n'était pas tant la perte commerciale qui le tourmentait que ce moment de vérité où il s'était vu tel qu'il était devenu, un homme qui jugeait les autres à l'aune de signes extérieurs vides de sens. Quelque part dans Paris, Maggie rentrait chez elle, dans cet appartement élégant mais sans ostentation qu'elle partageait avec Henri, son mari depuis 20 ans. Il l'accueillit avec un sourire interrogateur. Alors? Comment ça s'est passé? Maggie ôta ses boucles d'oreilles et les déposa délicatement sur la console de l'entrée. Je crois que j'ai fait ce que je devais faire, répondit-elle simplement. Tu n'as pas signé pour les voitures, donc? Elle secoua doucement la tête. Non. Ce n'était pas pour les voitures que j'y suis retourné, Henri. C'était pour la femme que j'étais hier, et qu'ils n'ont pas su voir. Henri la prit dans ses bras, comprenant comme il l'avait toujours comprise. Ils restèrent ainsi un moment, dans le silence confortable de ceux qui n'ont plus besoin de prouver leur valeur au monde. Cette histoire n'est pas un récit de vengeance. Maggie n'a pas voulu se venger. Elle n'a pas voulu prouver quoi que ce soit. Elle a seulement choisi de revenir, non pas pour eux, mais pour elle. Parce qu'elle sait que ce qu'elle porte n'est pas visible. C'est en elle. Dans cette force tranquille qui lui permet de traverser le mépris sans s'y noyer. Dans cette dignité qui ne dépend pas du regard des autres pour exister. Et personne ne peut lui enlever cela. Cette histoire est un rappel. Un rappel que le luxe qui juge est souvent vide. Et que ceux qui brillent en silence n'ont pas besoin de crier. Car la vraie élégance ne s'achète pas. Elle se vit. À chaque instant, dans chaque regard que nous posons sur le monde et sur ceux qui le peuplent. Dans chaque silence qui en dit plus long que les mots. Dans chaque geste qui honore l'humanité de l'autre, quelle que soit l'apparence qu'elle revêt. Dans un monde obsédé par le paraître, Maggie nous rappelle l'essentiel, c'est dans l'être que réside notre valeur véritable. Et celle-là, personne ne peut nous la prendre. Jamais. 3 mois plus tard, la neige recouvrait Paris d'un manteau immaculé. Les Champs-Élysées scintillaient sous leurs décorations de fête, et la ville entière semblait suspendue dans un rêve hivernal. Francis Dumas travaillait tard ce soir-là, finissant quelques dossiers avant les congés de fin d'année. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. « Entrez, dit-il. » C'était Antoine. Depuis l'incident avec Madame Delcourt, quelque chose avait changé chez lui. Une certaine arrogance s'était effacée, laissant place à une forme de conscience nouvelle. « Je voulais vous parler avant de partir, monsieur, » commença Antoine en s'asseyant face à lui. Francis l'observa avec attention. Il avait remarqué ces changements subtils. La façon dont Antoine accueillait désormais chaque visiteur, quelle que soit sa tenue. La patience nouvelle avec laquelle il écoutait les questions, même les plus basiques. « Je vous écoute, » répondit-il simplement. Antoine prit une profonde inspiration. « J'ai reçu une proposition d'emploi. De la Fondation Delcourt. » Un silence s'installa entre les deux hommes. Francis haussa les sourcils, surpris. Pour diriger leur programme de formation professionnelle pour jeunes en difficulté, continua Antoine. Un projet qui utilise la mécanique automobile comme vecteur d'insertion. Francis se laissa aller contre le dossier de son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. Et vous allez accepter?
Antoine hocha lentement la tête. Je crois que oui. J'ai besoin de redécouvrir pourquoi j'aimais tant les voitures au départ. Avant que ça ne devienne une question de statut et de commission. Francis se leva et s'approcha de la fenêtre. La neige continuait de tomber, douce et silencieuse, transformant la ville frénétique en un tableau paisible. Vous savez comment ils ont eu votre nom, demanda-t-il. Antoine secoua la tête. C'est moi qui ai appelé Madame Delcourt, 2 semaines après sa visite, révéla Francis. Pas pour m'excuser encore une fois, mais pour la remercier. La remercier? Pour la leçon qu'elle nous a donnée. À tous. Et surtout à vous, Antoine. Le vendeur baissa les yeux, absorbant ses paroles. Je lui ai parlé de vous, poursuivit Francis. De la façon dont cet incident vous avait touché. De vos débuts, quand vous étiez passionné par la mécanique pure, avant de glisser vers autre chose. La neige semblait tomber de plus en plus lentement, comme si le temps lui-même ralentissait pour honorer ce moment de vérité. Elle n'a pas cherché à vous punir en vous offrant ce poste, Antoine. Elle a vu une possibilité de transformation. Une chance de renouer avec votre passion originelle, mais d'une façon qui serve les autres plutôt que l'ego. Antoine resta silencieux un long moment, contemplant cette révélation inattendue. Ces jeunes que vous allez former, reprit Francis, ils n'auront pas les moyens de s'acheter les voitures sur lesquelles ils travailleront. Mais ils auront quelque chose de bien plus précieux que la propriété, la connaissance. La maîtrise. Le respect pour ces mécaniques d'exception. Il se tourna vers Antoine, le regard empreint d'une sincérité rare. C'est peut-être ça, le luxe véritable, Antoine. Pas posséder. Mais apprécier. Comprendre. Transmettre. Plus tard cette nuit-là, dans son petit appartement du 15e arrondissement, Antoine regardait la ville endormie depuis sa fenêtre. Il tenait entre ses mains une photo jaunie lui-même à 16 ans, couvert de cambouis, rayonnant de fierté devant le moteur d'une vieille Citroën qu'il avait réussi à remettre en marche. Il avait oublié ce garçon. Cet amour pur pour les mécaniques ingénieuses, dépouillé de tout calcul social. À l'autre bout de Paris, dans leur hôtel particulier du Marais, Maggie et Henri Delcourt partageaient un thé dans leur bibliothèque. Sur la table basse devant eux, le dossier du nouveau centre de formation était ouvert. « Tu crois qu'il va réussir ?» demanda Henri. Maggie sourit doucement, avec cette assurance tranquille qui la caractérisait. « Je crois en la capacité des gens à retrouver leur chemin, quand on leur offre la bonne direction. » Elle referma le dossier d'un geste délicat. « Ce n'est pas à moi de juger s'il réussira. C'est à lui de décider qui il veut être vraiment. » Henri observa sa femme avec cette admiration qui, même après 20 ans, n'avait jamais faibli. « Tu aurais pu simplement ne jamais y retourner, dans ce showroom. Ne jamais te montrer. Pourquoi était-ce si important ?» Maggie prit le temps de savourer une gorgée de thé avant de répondre. « Parce que parfois, Henri, le silence face à l'injustice devient complicité. Je ne suis pas retourné là-bas pour me venger, mais pour rappeler que derrière chaque apparence se cache un être humain. Avec sa dignité. Son histoire. Sa valeur. » Elle regarda par la fenêtre les flocons qui dansaient dans la nuit parisienne. Et peut-être aussi pour rappeler à cette part de moi-même, cette petite fille des quartiers nord de Marseille, que personne n'a le pouvoir de définir qui je suis. Ni aujourd'hui dans ce showroom, ni hier dans la cour de récréation. Le lendemain matin, une simple carte de vœux arrivait chez les Delcourt. Sans signature, juste ces mots, « Merci de m'avoir vu tel que j'étais, et tel que je pourrais être. A.M. » Maggie sourit en lisant ces mots. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Mais elle accueillait avec grâce cette preuve que parfois, un simple moment de vérité peut déclencher des ondes qui se propagent bien au-delà de nous-mêmes. C'est ainsi que s'achève cette histoire. Non pas dans l'éclat d'une revanche, mais dans la lumière douce d'une transformation. Car le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de les élever. De voir en eux, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes, le potentiel infini qui sommeille. Et c'est peut-être là le luxe le plus rare, le plus précieux, cette capacité à transformer un moment d'humiliation en une opportunité de grandir. Ensemble.